Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral et que vous êtes presque prêts, parce que moi pas du tout, pour Noël. Moi je suis Miss Dernier Moment. Apparemment, je pourrais penser que c'est parce que je marche mieux sous pression et que je suis beaucoup plus productive quand j'ai le timer au taquet, mais en vérité non. Donc ça devient un petit peu problématique. Croisez les doigts pour moi parce que il me manque beaucoup de choses. Je sais pas comment je vais faire, mais quoi qu'il en soit, je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo. Donc, je suis tombée par hasard sur un thread Reddit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Reddit c'est un website où il y a plein de conversations. Je sais pas à quoi je peux vous le comparer. Mais en tout cas, pour moi, ça représente une source d'information assez impressionnante. Et donc, il y a un utilisateur de Reddit qui a posté une photo d'une île dans un fil de discussion populaire de Google Maps. Et il s'est exclamé « Oh merde, ça ne ressemble pas du tout à une île ». Donc, vous êtes en train de regarder la photo. Effectivement, ça ressemble pas beaucoup. En tout cas, si c'est une île plutôt étrange, on va dire. Les coordonnées exactes n'ont même pas été fournies pour la petite masse continentale de forme presque triangulaire. Cependant, l'image de Google Maps fournie par l'utilisateur en question est claire et montre le clapotis de l'eau sur le petit littoral local. Il fait assez sombre et certains utilisateurs soupçonnent qu'il a peut-être été censuré car cela ne ressemble pas à une île Google Maps ordinaire. Un utilisateur de Reddit a alors déclaré « Cela semble censuré pour une raison quelconque ». Un autre a été d'accord et a dit « Ma première pensée a été que c'était censuré. Cela n'aurait aucun sens qu'une formation naturelle soit noire comme celle-ci sur un atoll aussi petit et peu profond. » Une personne a même plaisanté « Mesdames et messieurs, ils ont trouvé l'île de la série Lost ». Alors effectivement, faut avouer qu'elle est bizarre, qu'on voit, ça ressemble un petit peu à la manière dont ils censurent par exemple la zone 51 quand vous faites la recherche sur Google Maps. Mais à vrai dire, hormis cette étrange photo, je n'ai rien pu trouver qui explique cette étrange apparition, à moins que cela soit connecté à la fameuse île Friendship, l'île mystérieuse du Chili qui, selon la légende, serait habitée par des êtres étranges et indéterminés. En effet, saviez-vous que beaucoup de gens croient que dans le sud du Chili, il y a une île habitée par des entités indéfinissables? Toutes sortes de théories circulent à ce propos. Il s'agirait d'un lieu où soit des scientifiques extraterrestres, soit une secte religieuse dotée de pouvoirs surnaturels, soit des voyageurs interdimensionnels ou encore des voyageurs du futur y aurait une congrégation qui aiderait à guérir les gens et à expérimenter également la haute technologie. Cette histoire circule depuis les années 1980. Mais à partir de 1998, de nombreux médias ont commencé à la diffuser. C'est l'un, il faut le savoir, des cas le plus controversé de l'ufologie chilienne. Ses habitants, selon les quelques témoins et humains qui ont réussi à interagir avec eux, sont des êtres de forme humaine, aux traits caucasiens, très grands, qui parlent un espagnol très lent et étrange et qui se font appeler les anges Miguel, Raphaël et Ariel. Des êtres qui auraient annoncé des tremblements de terre, des catastrophes naturelles et la chute du Challenger. Depuis plus de 2 décennies, on spécule sur l'existence de la fameuse île de l'amitié. Mais jusqu'à présent, il n'y a toujours aucune certitude quant à son emplacement possible, ni quant à la véracité des contacts avec les habitants de cette île. Encore que. Bienvenue à Friendship, comprenez l'île de l'amitié, et c'est maintenant les amis.
L'après-midi du samedi 17 août 1985, Santiago du Chili a été marqué par un événement mystérieux. À 16 heures, des milliers de personnes ont vu un objet étrange passer au-dessus de la ville. L'agitation était si monumentale que la télévision nationale du Chili a utilisé une caméra spéciale pour suivre l'objet énigmatique. Bien que la version officielle dise que l'OVNI, en fait, était un ballon stratosphérique français, de nombreuses personnes ont insisté sur le fait qu'il s'agissait, en fait, d'un vaisseau habité par les habitants de Friendship Island. Lorsque l'histoire de l'affaire dite de l'amitié a été publiée pour la première fois, une vague de spéculations et de théories a commencé à circuler. Certains affirment qu'il s'agirait d'une expérience mentale. D'autres disent que les mains de nazis sont derrière cette affaire et la plupart croient qu'il s'agit d'êtres extraterrestres qui ont choisi l'extrémité sud de leur pays comme base pour leur opération sur la Terre. L'affaire est basée sur des communications radio présumées entre certaines personnes et les habitants d'une île inconnue, située donc dans le sud-sud du Chili, dans les années 80. Les protagonistes de l'histoire, la famille Ortiz, ont maintenu pendant des années le contact avec de mystérieux personnages à l'accent gringo, selon leurs propres termes, je me permets pas. Surtout avec mon accent à moi, marseillais, je me permettrai jamais de critiquer aucun accent. Bref, là, en fait, l'énigme a vraiment commencé en 1984, quelque part, donc près de la côte sud-sud du Chili. Un mystérieux signal de détresse vient de tomber sur le récepteur d'un opérateur de radio amateur, Octavio Ortiz, agent d'affaires qui exploite une petite station CB de 27 mégaoctets dans le cadre de ses loisirs. Ortiz, qui se fait appeler Lucero ou étoile brillante par son opérateur radio amateur, est mystifié par ce qu'il entend, car cela semble avoir un rapport avec un objet céleste, brillant, d'une toute autre nature. Le capitaine d'un navire appelé Mytilus II avait envoyé ces étranges messages qu'Ortiz avait interceptés et qui concernaient un objet dans le ciel qui le suivait. Ou peut-être qu'il avait été suivi par lui, c'est pas clair, parce que bien évidemment, j'ai dû faire des mix de traduction anglais, de l'espagnol au français, donc peut-être qu'il y aura des maladresses, voire des erreurs, soyez indulgents, j'ai fait de mon mieux. Quoi qu'il en soit, le Mytilus II était affecté au département d'océanographie de l'université voisine du Chili et se trouvait en approche du phare de Mitac lorsqu'un objet étrange et brillant était apparu dans le ciel puis avait commencé à descendre très lentement vers le bateau. Au moment où Ortiz a reçu les messages d'Alberto, cet étrange objet planait directement au-dessus du navire du capitaine en détresse. Ce qui a suivi était une série d'événements ovni typiques, c'est-à-dire dysfonctionnement de l'équipement électronique du navire, en plus d'effets physiques étranges tels que de la perte de cheveux soudaine de tous les membres de l'équipage. Alors je n'ai pas compris s'ils étaient tous d'un coup devenus chauves, ce qui en soi est quand même vachement terrifiant, ou si c'est juste qu'ils perdaient les cheveux par poignée et que ça les a impressionnés parce que c'est arrivé d'un coup. J'avoue, t'imagines, t'es presque en croisière, tu tires, t'es heureux quoi, toi y a pas de problème d'un coup. Mais moi je m'en remettrai pas d'un truc pareil. Selon le chercheur Josep Guijaro, le capitaine du Mytilus II n'avait pas été le seul témoin de cet événement. Un navire adjacent se dirigeant vers le phare voisin avait également été témoin de ces événements, en plus de signaler une étrange explosion d'activité radio à ce moment-là précis. Une station radio incroyablement puissante a pénétré dans les communications en cours selon les écrits de Guijaro à propos de l'incident. Puis, les aiguilles de vue-mètre, donc ça j'imagine que c'est un terme technique pour le bateau, je l'ai recopié tel quel, j'espère que je n'ai pas fait une erreur, ont dépassé la marque plus 30 et un silence tendu a suivi. L'objet a disparu peu après. Peu après la réception des messages de détresse d'Alberto
par Ortiz, la lumière au-dessus de son navire avait apparemment déjà disparu. Cependant, Alberto et Ortiz sont restés en communication après l'incident via leur radio CB et Alberto a fini par raconter qu'il avait été engagé par un groupe d'étrangers pour divers travaux de contrebande au large de la côte sud-ouest de l'île de Chiloé. En effet, l'histoire a en fait réellement commencé alors qu'Alberto passait par de grosses épreuves de vie. Il était en grande difficulté financière et avait donc fini par céder aux pressions économiques et s'était dirigé vers le sud pour mener une vie de piraterie et de contrebande. Apparemment, là-bas, ça se fait beaucoup, c'est un commerce parallèle qui est très répandu. C'est à cette époque qu'il avait rencontré Ernesto de la Fuente. Ernesto de la Fuente est un ingénieur civil mécanicien de l'Université de Concepción. Il lui expliqua qu'en 1983, des habitants qui vivaient sur cette île du Sud avaient pris contact avec lui alors qu'il venait d'acquérir une station de radio de 11 mètres avec laquelle il a essayé de sortir de l'isolement dans lequel il se trouvait après l'étrange suicide de sa bien-aimée épouse. Alors il faut savoir qu'il pensait, ce monsieur, que l'esprit de sa femme habitait toujours avec lui dans la maison, ce qui fait que ça l'a un peu décrédibilisé au niveau de cette histoire, parce que forcément, les gens, quand vous dites des choses qui sortent un peu des boîtes, c'est les premiers à creuser dans votre passé pour essayer de dire, oui, bon, il est taré. Je pense pas qu'il soit taré. J'ai vu et j'ai visionné pas mal d'interviews de lui, parce qu'il est passé à la télé chilienne dans des émissions consacrées au paranormal, et j'avoue que j'ai vu des choses qui laissent perplexe, et je suis personne pour juger ou avoir encore des explications et des raccourcis tout trouver juste parce que soit ça leur fait peur, soit ça les emmerde, soit ils sont arrogants. Donc foutez-nous la paix. Il y a encore une fois, je le disais dans ma dernière vidéo, désolé, je persiste et je signe, oui, il existe des choses inexplicables. Et c'est pas parce que vous allez arriver avec vos termes tout propres aux petits oignons que vous avez trouvé dans votre Vidal ou whatever que ça va empêcher les gens curieux, ouverts d'esprit, de se dire non, il est pas fou. Il y a quand même eu des trucs assez étranges. Pour ceux qui sont tout le temps en train de dénigrer ce que je fais ou ce que je trouve comme information en allant chercher les versions officielles, si vous cherchez les visions officielles, allez sur France 2, les gars, ou lisez Wikipédia, venez pas sur ma chaîne. Donc, vraiment, je tiens, dans un souci de transparence, à signaler que ce monsieur avait été tourné en dérision, or qu'il n'y avait pas de raison. Et donc, parmi tous les entretiens radio, les contacts radio qu'il pouvait avoir avec un nombre incalculable d'individus, puisqu'il parlait avec différentes parties de l'île, sont apparus du jour au lendemain des interlocuteurs qui prétendaient appartenir à une congrégation religieuse appelée Amitié, friendship dans le texte, qui aurait acquis une île dans l'archipel des Guatecas. Les conversations sont devenues très fréquentes au cours des après-midi. Beaucoup duraient plus de 2 heures. D'autres radio-amateurs chiliens participaient à ces conversations, donc ont été validées, ainsi que des invités d'autres régions du monde. Ça fait partie des témoins auditifs qu'on a pu voir et entendre dans de nombreux témoignages et qui, voilà, juste pour en tout cas, pour dire que ces conversations ont réellement existé. De la Fuente a eu l'occasion de rencontrer les supposés habitants de Friendship. Alors, je vais pas dire Friendship, je vais dire l'île de l'amitié, parce que si vous m'entendez dire à chaque fois des noms différents, je vais vous perdre. Donc, de l'île de l'amitié. Selon sa description, l'âge du personnage qu'il a rencontré oscillait entre 35 et 55 ans. Il a été hyper large, le gars. Dans le genre portrait robot, il aurait pu faire un effort. Mais en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Il avait des cheveux blonds foncés, des yeux clairs et une peau légèrement grillée. Alors, je ne sais pas si grillé, on doit comprendre foncé ou si on doit comprendre marron un peu poulet rôti, quoi. La taille dépassait quant à elle de très très loin la taille du Chilien moyen. Et il spécifiera que ce qui était le plus flagrant, c'était la paix qui se dégageait de sa présence. De la Fuente introduisit donc Alberto et lui présenta ses gringos qui lui promirent d'alléger son fardeau financier et d'atténuer ses problèmes économiques
s'il les aidait avec l'importation illicite de certains produits sur une île secrète. Ce groupe s'est donc présenté sous le nom de Friendship, amitié, et avait installé des équipements hyper étranges sur le bateau. Ernesto de la Fuente était le personnage quand même central du récit de l'amitié, car il avait non seulement prétendu avoir rencontré l'amitié à plusieurs reprises, mais avait également été amené sur leur île et chose incroyable, il l'avait apparemment aidé à guérir d'un cancer en seulement 4 jours, grâce à des technologies incompréhensibles, encore une fois selon les paroles de La Fuente, qu'il possédait. Pendant un certain temps, il a même travaillé pour l'amitié. Son travail consistait à accueillir des familles et des personnes qui étaient invitées sur l'île. Dans son véhicule, Ernesto les emmenait dans de petits ports d'où ils étaient récupérés par le Mytilus II, seul bateau donc autorisé à atteindre la supposée île. Pendant le temps qu'il a pu rester sur l'île, De la Fuente a affirmé avoir dormi dans une petite pièce d'environ 3 mètres carrés. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'un lit et une table avec un terminal d'ordinateur. Tout était contrôlé par des processeurs informatiques. Il y avait une piscine chauffée, 3 grandes serres de salon avec télévision par satellite et d'autres commodités qu'il n'aurait jamais pu imaginer selon ses déclarations. Monsieur de la Fuente a même raconté qu'il y avait beaucoup de monde dans les couloirs, que tout le monde était souriant et que personne ne parlait fort. Il avait même l'impression, qu'il murmurait parce qu'il lui arrivait de ne pas entendre ce que les gens se racontaient. Il n'avait jamais vu une clinique ou un hôpital. Pourtant, beaucoup de personnes étaient emmenées sur cette île pour y être soignées, et ce, avec succès. De nombreux témoignages circulent en Amérique du Sud. Les chercheurs Scott Corrales de l'Institut hispanique d'ufologie ainsi que le chercheur Raúl Núñez ont continué à recueillir des rapports qui semblent être clairement liés à l'affaire. Alors, un certain nombre de ces rapports, il faut l'admettre, sont assez fascinants. Je vous mets le lien d'accès à tous ces témoignages parce qu'il y en a beaucoup et que si j'avais dû tous les répertorier, déjà, ça n'aurait pas été exhaustif. Et puis en plus, entre nous, ça aurait fait une vidéo de 6 heures. Donc là, forcément, vous allez voir, c'est en espagnol. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire des copier-coller dans Google Translate et ça peut aller. Google Translate, il s'est amélioré, il fait de très bonnes traductions. Donc, pour lui, cet endroit était habité par une race extraterrestre technologiquement avancée avec des bases souterraines et de nombreux temples avec des habitants rayonnants de paix. Et un autre fait qui a donné un impact international à l'affaire, c'est que l'amitié aurait eu la capacité de prédire des choses. C'est ainsi, comme je vous l'ai dit en introduction, qu'ils auraient annoncé des tremblements de terre à multiples reprises, des catastrophes naturelles qui se sont passées au mot près, et enfin la chute du Challenger. Il faut rappeler que malgré les efforts déployés par différents médias, il n'a pas été possible d'atteindre l'emplacement de l'île. C'est l'une des principales questions soulevées par ceux d'ailleurs qui soutiennent que cette histoire est pure invention parce que bien évidemment, où est l'île ? Forcément, leur argument comme d'habitude. Bref, le capitaine du Mytilus II, quant à lui, a expliqué que les membres de cette organisation étaient grands, comme s'ils venaient de pays nordiques, et bien qu'il semblait avoir une certaine méconnaissance des événements culturels et mondiaux dans le monde, il faisait preuve d'une grande maîtrise des sciences. Au fil du temps et des conversations avec Octavio et Ortiz, un personnage mystérieux nommé Ariel a fait son apparition et a participé aux conversations radiophoniques. Il s'est identifié comme un membre de l'amitié et s'est présenté comme l'un des anges du Seigneur, venant d'un autre monde. Cet être, appelé Ariel donc, a expliqué à Octavio que tous les gens de l'île de l'Amitié étaient des experts dans différents sujets et avaient la capacité de connaître les pensées des personnes qui parlent et prédire les événements qui allaient se produire. Les événements étonnants culmine donc dans cette histoire avec l'apparition physique d'un grand objet non identifié dans le ciel en 1985, visible pour tout le Chili depuis la maison d'Octavio et accompagné d'étranges messages envoyés par Ariel à travers la station. De son côté, le chercheur Enzo Farias,
connu pour être aussi l'un des contactés de Friendship Iceland, estime que les habitants de l'île de l'Amitié ne sont pas des extraterrestres, mais plutôt une communauté de personnes spirituellement avancées et qu'apparemment, ils auraient la capacité de communiquer avec les anges. Alors, qui étaient ces êtres mystérieux de l'île de l'Amitié? Certains théoriciens du complot ont longtemps affirmé que des personnes influentes à des niveaux politiques et sociaux élevés étaient impliquées dans cette île. Selon eux encore, les êtres extraterrestres qui habitent cette île coopéreraient avec des scientifiques humains dans d'importantes découvertes scientifiques. Mais tout ce qui brille n'est pas or. Sur cette île mystérieuse, ils seraient en fait en train d'expérimenter avec des êtres humains pour réaliser une sorte d'hybridation entre extraterrestres et humains. J'avoue que quoi qu'il en soit, chaque théorie tient la route. Et j'en ai même vu une, encore une fois, par souci de transparence, je vais vous la soumettre parce qu'elle m'a semblé aussi valable. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait un chercheur qui avait pensé que cette histoire n'avait rien à voir avec les ovnis, mais qui lui avait donné l'impression de quelque chose de bien plus profond dans toute cette sphère. Aussi peu qu'elle soit connue aux États-Unis, l'affaire présente clairement des similitudes avec les expériences vécues par l'écrivain Peter Levenda au Chili il y a plusieurs décennies, avec l'histoire de cette commune secrète et tristement célèbre dans la région de Mol, au centre du Chili, connue sous le nom de Colonia Dignidad. D'ailleurs, il y a un commentaire sur ça sur Netflix, je vous le mettrai aussi en barre de description, avec témoignages des gens qui ont été sur cette île terrible et qui vaut le détour. Aujourd'hui d'ailleurs, l'endroit s'appelle Villa Baviera, mais à l'époque où Levenda s'y est rendu, à la fin des années 1970, c'était un repère d'anciens nazis dont Paul Schaeffer, un pédophile présumé, était le chef et la figure centrale de la colonie. Sauf qu'à la différence, clairement, les membres vivaient en autarcie complète, pratiquement sans contact avec le monde extérieur. Mais il faut avouer que quand on s'y intéresse, il y a quand même des similitudes et il fallait que je vous soumette cette possibilité. Alors clairement, dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de cette histoire, mais en vérité, on parle très peu de cette histoire de l'île de l'Amitié dans le monde anglophone. Mais il y a toujours des fils occasionnels qui apparaissent. D'ailleurs, par exemple, j'ai réussi à trouver une publicité en anglais très particulière qui est apparue en 2009 dans un journal appelé El Lenguille, publié dans la communauté de Puerto Montt, au Chili, près de l'emplacement présumé de l'île de l'Amitié. Regardez donc l'image de l'annonce qui a apparemment été publiée pendant près de 3 semaines. C'est en effet un indice plutôt alléchant qui émerge au milieu d'une affaire déjà étrange qui, pour les plus sceptiques d'entre nous, ne représente guère plus qu'une autre histoire bidon autour de laquelle une religion ovni est née. Mais en tout cas, il faut quand même savoir que 2 des expéditions pour localiser l'île ont été réalisées par la société de production Nueva Imagen, l'une avec le soutien de la marine quand même, et l'autre totalement indépendante. Dans aucune d'entre elles, il n'a été possible d'atteindre les coordonnées données. Une fois, d'ailleurs c'est très bizarre parce qu'une fois, il a été prouvé que c'était parce que quelqu'un dans le bateau avait volontairement sabordé le résultat et il avait mis de fausses données. Et l'autre, c'était, je me rappelle plus bien, mais c'était aussi une excuse un petit peu bizarre. Ils y sont pas arrivés, comme s'il y avait un complot à plus ou moins grande échelle pour que vraiment on ne puisse plus tomber sur l'île. Donc, faut avouer que c'est quand même très étrange. En tout cas, comme toujours, je vous invite à partager ci-dessous vos idées et réflexions sur l'île de l'Amitié et de ses habitants et que vous me disiez, vous, quelle théorie ou vers quoi vous pencheriez le plus. Et avant que certains d'entre vous, les plus sceptiques, commencent à dire non mais les extraterrestres, parce que je me suis posé une question, comme d'habitude je vais digresser d'ailleurs, parce que vous avez vu, le Sénat américain a voté cette semaine. Alors je vais vous le dire exactement, d'accord? Je prends mon petit téléphone, c'est pas du tout pro, mais je le fais parce que sinon je vais oublier. Donc, le Sénat américain a adopté cette semaine le projet de création d'une agence pour enquêter sur les ovnis. Depuis plusieurs mois, agences de renseignement et médias admettent massivement
massivement. Hein. C'est là ce que je vous lis, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé de France, qui s'est paru dans le Figaro, parce qu'ici ça faisait un moment que ça circulait, mais au moins vous pouvez vérifier. Donc ils admettent massivement que les phénomènes aériens non identifiés sont une réalité. Donc, et là, je sais qu'on va être face à un dilemme. Parce que beaucoup d'entre vous me disent que ça, c'est téléphoné et ça fait partie du complot pour le nouvel ordre mondial et qu'il faut se méfier du projet Bluebeam. Alors, je suis d'accord avec vous, dans l'absolu, c'est vrai. Il va falloir, c'est extrêmement délicat et il va falloir être on ne peut plus vigilant pour effectivement trier le vrai du faux parce que bon, ça j'ai plus à le prouver, on nous manipule et ce depuis des années. Sauf que moi, je crois à la vie extraterrestre. Or quand je dis vie extraterrestre, je parle pas d'un petit bonhomme aux yeux verts avec des longs doigts qui va me dire téléphone maison. Attention, moi je crois en tout cas clairement que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et je me dis, j'ai un doute parce que imagine les vrais extraterrestres qui débarquent. Mais tu penses tellement que c'est une manipulation de ton propre gouvernement que tu ne le crois pas. On va quand même être face à un gros dilemme. Dites-moi ce que vous en pensez. Poliment, léger, hein, soyez sympa parce qu'effectivement il y en a beaucoup qui ont plus d'informations que moi, donc forcément ma question va peut-être vous paraître stupide, mais je trouve qu'elle est légitime parce qu'à un moment donné, ce serait quand même dommage que les vrais extraterrestres débarquent et qu'on leur dise fake, et qu'on passe à côté de notre première rencontre du troisième type. En tout cas, quoi qu'il en soit, si le Sénat, il décide de donner de l'argent dans ce magnifique pays capitaliste pour ouvrir une section parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement devant le nombre de témoignages qui apparaissent et de personnes qui ouvrent enfin leur bouche, je sais pas, je suis un peu perdue, je compte sur vous pour m'aiguiller et pour me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et s'il y en a un justement qui a une technique d'authentification pour qu'on puisse savoir qui est le vrai et qui est le faux, je suis preneuse. Voilà les amis, ma vidéo c'est fini. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez que ce mois de l'esprit de Noël, j'ai voulu effectivement mettre un petit peu de côté les sujets anxiogènes et je trouve que j'ai bien fait. Là, dimanche prochain, pour ma prochaine vidéo, ce sera Noël. Je vais essayer de la poster dimanche, quoi qu'il m'en coûte, parce que comme ça, le 25, j'aurai un petit peu la sensation d'être avec vous et je trouve que c'est sympa. Donc, je vais faire mon max. Au pire du pire, si vraiment je suis, comme je vous l'ai dit en début, débordée, que je n'y arrive pas, ben, je vous la posterai le lundi. Mais je vais faire tout ce qui est possible pour la poster le 25. Voilà, passez une excellente semaine de je sais pas comment on appelle ça, une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Couvrez-vous, parce qu'il fait froid. Il fait même froid à Vegas, donc j'ose à peine imaginer en France. Et gardez le moral, les amis, gardez le moral. La transition, il faut la faire dans la meilleure dynamique possible. Parce que la loi de l'attraction, je vous jure, ça fonctionne. Ah et oui, avant de vous laisser les amis, je voulais absolument partager avec vous une initiative que je trouve au top niveau. C'est Cybermamie qui fait ça et franchement, je trouve que c'est génial. Elle a à peu près l'âge de ma maman et donc ça m'a touché encore plus. Et elle a créé des e-cartes virtuelles, donc qu'elle fait elle-même. Super jolie. Il faut lui donner un petit coup de pouce, il faut l'aider. Je vous l'ai dit, moi ma chaîne de base, c'est pour donner de la force, pour essayer qu'on se supporte les uns des autres, parce que sinon on va être détruit par la machine et par la matrice de la grosse consommation. Et vraiment encourager et aller sur le site de Cybermamie. Je vous mets le lien là affiché, mais je vous le rajoute aussi en lien de description. Et il faut la soutenir. C'est la meilleure période de l'année pour envoyer des cartes virtuelles et pour faire, pour spread the love, comme on dit ici, pour aller distribuons l'amour autant qu'on peut. Disons-nous que nous nous aimons, disons-nous que nous sommes là pour les uns les autres. Et si en plus on peut le faire en aidant et en soutenant cette merveilleuse initiative de Cybermamie, je trouve ça au top. Alors on y va tous massivement et on s'envoie à sa famille. Des gens à qui on parle plus, pourquoi pas, c'est un bon moment, une bonne occasion pour reprendre contact avec les gens qu'on a perdu de vue. C'est qu'une seule adresse, c'est Cybermamie. Allez les gens,
on le fait avec le cœur, avec l'énergie de l'amour. Et vous allez voir, c'est sympa. C'est quelque chose de, c'est bien plus sympa que de passer par ces sites de cartes virtuelles où au final on reçoit toujours les mêmes et on continue à engraisser des gens qu'on n'a pas vraiment besoin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai vraiment été touchée par cette jolie initiative. Merci Cyber Mamie de votre confiance. Je suis contente de pouvoir en parler sur ma chaîne et j'espère que vous aurez les retours que vous méritez. En attendant, n'oubliez pas, on like à fond, on commente au taquet, on partage parce qu'on est bientôt proche des 20 000 et ça pourrait me faire un super cadeau de Noël. Ça serait cool. Ça me ferait passer un petit peu, peut-être même un petit peu mieux la pilule de pas être avec ma famille, parce que je vous avoue que c'est pas évident. Noël sans sa famille, c'est tough. Ouais, donc ça pourrait être un super joli cadeau pour moi. Donc, s'il vous plaît, pour les nouveaux, abonnez-vous. Lorsque vous vous abonnez, bing, ou pas. Ça, en vérité, vous faites comme vous voulez. Sur la petite cloche pour éventuellement avoir les notifications chaque fois que je poste, sachant que je poste systématiquement le dimanche. Voilà, les amis. Je vais vous le répéter peut-être pour la 600e fois parce que, pareil, hein, la fatigue, ma mémoire. Prenez bien soin de vous. Profitez de vos familles et surtout, stay safe, les amis. À dimanche.